Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va avoir une discussion avec Marc-Étienne Salvaille, un entrepreneur à succès dans le domaine de la planification financière. En fait, il y a une partie des startups comme Taco Finance. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est que, comme moi et Charles d'ailleurs, il a commencé son parcours sur les bancs de l'Université de Sherbrooke. Donc, aujourd'hui, la discussion, on a vu plusieurs choses très intéressantes. On ne va pas vous spoiler rien, mais pour vous donner un petit inside, on a vu la qualité essentielle pour mener à bien une startup selon Marc-Étienne. Aussi, on a appris les secrets pour avoir une bonne gestion de ses finances personnelles. On a appris des techniques pour mieux apprendre à apprendre et on a vu pourquoi dans ce domaine-là, 1 + 1 peut égaler 3. Écoutez si vous voulez comprendre. Et là, je pense qu'il reste notre phrase clé. Pour bien faire face à ce périple mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis. à mêler une voie de succès. Bonjour Marc-Étienne Salvaille, ça va bien? Hey, ça va super bien, les gars, vous autres? Ça va très bien, ça va très bien. Bienvenue à 1001 voies du succès. Absolument. Le premier épisode qu'on fait à deux, ceci étant dit. Exact. Ouais. Très cool, content d'être votre cobaye, si on peut dire ça comme Ouais, ça. vraiment. Puis merci aussi d'être là aussi. Puis on sait que ton temps est précieux, là, donc on apprécie beaucoup. Merci à vous de l'invitation. Super content d'être là. Je vais organiser mon micro. All right. Parfait. Moi, je te demanderais un petit peu pour te présenter un petit peu ton parcours. Guide-nous un peu à partir de l'université. On sait que tu as eu plusieurs projets, mais comment est-ce que Marc-Étienne Salvaille s'est développé là-dedans? Très bonne question. J'étais pas... on va approcher un peu. On s'adapte. J'étais pas parti pour aller à l'université, curieusement. C'est le football qui m'a ramené sur les bancs d'école. J'avais une super carrière là, avant de rentrer au cégep, c'est-à-dire. Puis par la suite, j'ai été recruté à l'Université de Sherbrooke et c'est ce qui m'a amené un peu sur les bancs d'école. Puis c'est drôle parce que un de mes chums me dit hey, on va à l'Université de Sherbrooke, ils ont des programmes coop. Je savais pas trop dans quoi je voulais aller. Puis bon, elle m'a fait recruter par le FMM. Fait que je me dis j'y vais là. Puis finalement, quand j'ai dit que j'étais accepté, il dit finalement, je vais même pas. Fait que je me suis ramassé ici un peu tout seul. Mais c'était l'occasion peut-être pour moi, un nouveau départ, vivre une nouvelle aventure un peu. Quand on arrive à l'université, tout est nouveau, il y a un nouvel environnement, des nouveaux amis aussi, des nouvelles relations. Fait que ça a été vraiment positif pour moi. Naturellement, le football amène beaucoup de connexions, beaucoup de fraternité, si je pourrais dire. Fait que j'en ai grandement bénéficié aussi. Des chums que je me suis fait... c'est le fun, là. Je veux dire, carrément des chums que je vois encore régulièrement. Maintenant, on est rendu avec des familles. C'est assez contraste. Quand je regarde, je regarde les catastrophes qu'on avait, Anne-Mine, Ginny, je pense que ça se donne encore. Puis de dire, OK, dans 10 ans, on va se revoir, on va voir nos enfants, puis tout ça. C'est quand même assez spécial. Donc, c'est un peu ça. Puis, qu'est-ce qui m'a amené à l'université aussi, quand j'ai fait mon choix d'aller en finance, c'était un peu une insécurité par rapport aux finances. Parce que je me suis dit, peu importe le métier que je vais faire, que ce soit pour être au MBA, c'est ça, ouais. Bon, avocat, droit, peu importe, que ce soit en médecine, ingénieur, ultimement, je vais apprendre à faire un chèque de paie, mais nulle part, ils nous apprennent à gérer le chèque de paie. Puis ça me stressait inconsciemment de dire, OK, ben je vais finir par faire de l'argent, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon argent? Qu'est-ce que je vais faire avec mon cash? Fait que c'est ça qui m'a amené un peu en finance. Fait que profil finance, puis j'ai tellement été déçu. Parce que j'ai fini mon université, puis finalement, je savais rien en finance. Ça n'a pas répondu aux questions, autrement dit. Tu vas me dire à quoi ça sert de savoir pricer une action, puis comment calculer une obligation. Puis oui, ce qui m'a apporté le cours en finance, c'est la valeur actualisée de l'argent, c'est-à-dire que la valeur de l'argent dans le temps. Ton 100$ aujourd'hui, c'est pas le même 100$ que dans un an. Puis surtout avec la pandémie qu'on a vécue actuellement, le taux d'inflation s'est accéléré. Tout le monde l'a vécu, que ce soit au niveau des logements, l'essence, le coût des produits, le coût des services. Donc, ça, c'est ce que ça m'a appris. Mais après ça, gérer mon hypothèque, les finances personnelles en général, gros zéro. Fait que suite à ça, j'ai continué en planification financière. J'allais chercher mes permis de conseiller. J'ai commencé dans un cabinet. J'ai fait mon dernier stage justement dans un cabinet de planification financière qui travaillait beaucoup avec les entrepreneurs, propriétaires d'immeubles. Donc, je me suis fait la main beaucoup. J'ai beaucoup appris sur tous les champs de la planification financière. C'est là que j'ai eu la piqûre. C'était mon dernier stage. J'ai continué là comme analyste. J'ai beaucoup appris. Puis après ça, je suis parti à mon compte en 2013 environ avec Industrie Alliance dans le coin de Sherbrooke. Fait que let's go. Je me suis lancé.
Puis rapidement, pour vrai, les choses ont... Qu'est-ce que tu veux dire, être parti à ton compte? Parce que tu as dit que tu étais chez Industriel Alliance, mais tu es à ton compte? Oui, ben dans leur modèle à eux, tu es à ton compte, pas à ton compte. Là, c'est un modèle quand même assez particulier, c'est-à-dire que tu n'es pas sur le payroll, tu génères tes propres revenus, tu as tes propres dépenses, mais tu es sous le parapluie d'Industriel Alliance, mettons. Donc, c'est là que j'ai commencé ma carrière plus autonome. Avant ça, ben oui, je faisais de la planification, j'étais conseiller avec une planificatrice financière qui était là depuis, qui avait beaucoup d'expérience, fait que j'ai beaucoup appris avec elle. Elle m'a emmené, bon, on n'avait pas nécessairement la même vision. Je suis parti de mon bar avec Indus à mon compte, puis ça a décollé quand même assez rapidement. Après 6 mois, même pas dans le domaine, j'avais déjà une adjointe pour m'aider justement à compléter toute la paperasse et tout ça. Donc, après ça, j'étais allé chercher mon planificateur financier. J'ai fait un cours là-bas qui était comme un programme spécial en gestion de patrimoine. Là. Donc, c'était tous les dossiers à plus de 1 million de valeur nette, là, si je me souviens bien. Fait que rendu là, ben, j'ai aussi beaucoup appris. Fait que ça a été 2 ans à peu près assez bien rempli chez Industriel Alliance. Puis c'est là que j'ai rencontré, on s'était rencontrés au football, mais c'est là qu'on s'est réunis pour partir justement ma première entreprise, on pourrait dire, là, qui était Taco Finance à ce moment-là, qui était plus des finances étudiantes. Puis avec là, j'ai rencontré Frank, après ça, j'ai rencontré Alex. On se connaissait du football. Mon directeur là-bas, Fred, était mon directeur aussi à ce moment-là. Parce que là, tu as tourné, on s'entend de cap. À Industriel Alliance, ta clientèle, c'était pas des étudiants. Non, mais tu sais, quand tu commences, c'est souvent le plus 5-5, là, ta clientèle naturelle. Ah, OK, de ton âge, tu vois. C'est okay, ça. oui. Fait quelqu'un qui a 25 ans, ben, il va toucher du 30 ans, va aller à 20 ans. C'est souvent ça qu'on dit. Puis à 25 ans, ben, tu as des chums qui ont des dettes. Fait que c'est pas nécessairement eux qui vont être les plus rentables pour toi. Fait que là, tu sais, bon, des jeunes familles, des jeunes propriétaires de maisons. Fait que c'était ça, des entrepreneurs un peu plus parce que j'avais quand même un bon vocabulaire, beaucoup de notions au niveau des stratégies. Fait que c'est ça qui m'a amené à développer ma clientèle assez rapidement parce que justement, j'avais des bonnes notions. Taco Finance, c'est quoi qui a comme sparké ça, on pourrait dire? Tu vas pour les finances étudiantes, tout ça, parce que je me rappelle, j'ai presque travaillé pour vous. Ouais. Et puis, tu sais, c'est vraiment orienté pour aider les étudiants et tout. Ouais. Et ce qui est intéressant, tu parlais qu'industriel, même si tu travailles sous le chapeau de quelqu'un, tu es un peu autonome. Puis je me rappelle que Taco Finance, je suis mal sûr, les étudiants qui travaillent là, ils font leur propre affaire. Ouais. Fait que c'est quoi qui a inspiré, genre ça? Ben, c'est sûr que Taco Finance, le modèle a changé beaucoup à travers le temps. Initialement, on se concentrait vraiment juste sur les prêts, les recherches de prêts et bourses pour les étudiants. Puis ça, c'était Frank qui avait parti ça, cette bébête-là. Moi, j'étais planificateur financier. J'ai dit, hey, il y a une lacune immense auprès des étudiants. C'est fou, là, ils connaissent rien. Là. Je veux dire, ils graduent, que ce soit ingénieur, droit, médecine. Ça savent rien, là, les étudiants. Exactement. Mais les plus dangereux, c'est ceux qui sont en finance ou en comptabilité ou en admin. Ils pensent qu'ils savent quelque chose, mais en réalité, ils ne savent rien de la vraie vie. Quand arrive le temps de prendre une vraie carte de crédit, un vrai compte de banque, tu sais, il y a tout état à apprendre. Puis tu apprends sur le tas bien souvent. Donc, c'est là qu'on a identifié un besoin de dire, crime, ces gens-là ont besoin d'éducation au niveau des finances. Fait que c'est là qu'on a vraiment brandé notre image de marque autour de ça. Puis là, je me suis associé avec Frank à ce moment-là. On était les deux dans Patente au début. Après ça, ben, Alex, mon partner, qui est encore mon partner aujourd'hui, était là. Après ça, Fred, bref, on s'est ramassé à ce moment-là à partir de l'entreprise. Puis on avait vraiment un beau succès parce que clairement, il y avait un besoin, tu sais, de démocratiser un peu les finances. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tu allais chez Desjardins, tu allais chez Banque Nationale, tu allais chez BMO, name it, dépendamment de ton domaine d'études, tu n'avais pas les mêmes offres. Fait que c'est ça qui nous a allumé. OK. Puis là, même nous, on faisait l'exercice. On fait comme, OK, on va 2 fois chez Desjardins, on rencontre 2 personnes, puis ils nous disent 2 choses différentes. Comment s'y retrouver? C'est compliqué pour nous qui est en finance. Imagine-toi le gars qui est en enseignement ou qui est en génie. Ou bon, les ingénieurs ont tendance à garder leurs affaires un peu plus, mais quelqu'un qui n'est pas nécessairement un de ses champs d'intérêt. Fait que c'est ça ça a été le début de cette histoire-là. Au début, on était avec Indus. On a présenté le projet un peu plus à la haute direction, puis finalement, on s'est rendu compte que c'est pas là qu'on allait pouvoir amener notre projet à terme. Puis c'est là qu'on est parti sur le courtage en 2016. On était bien crinqués. Let's go, les jeunes fringants, on part, puis
rien devant nous. Je me souviens de nos premiers bureaux, on avait l'air d'être installés dans des garde-robes. C'est pas grave, on avance là-dedans. Puis, ça a rapidement décollé. C'est fou. Puis après ça, ben, là, on a eu un partnership pour bâtir des bureaux, etc. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qui m'a mené après ça à... Bon, on était le bureau indépendant, on est monté à 22, 23 conseillers en dedans d'un an, un an et demi, des conseillers en sécurité financière. Wow. Puis bon, c'est là que j'ai développé un peu de la passion pour la formation. J'aimais ça, former les clients, être un enseignant pour eux, pour apprendre les rudiments de la finance, comme « Hey, il faut que tu saches ça. » Puis c'est là que j'ai écrit le livre « L'ABC des finances personnelles » qui renfermait justement toutes les notions essentielles à connaître avant même de prendre une première décision par rapport à ses finances. Là, c'était comme un peu la Bible. Puis là, oui, enseigner aux clients, mais enseigner aussi aux conseillers. Puis c'est ça. Puis là, la vérité, c'est que tout a été éclaté en 2017 parce qu'une fois que tu formes tout le monde, dans ce domaine-là, c'est que tout le monde part un peu à son compte. Fait que, tu sais, à un moment donné, en tout cas, longue histoire short, grosso modo, même, je me souviens, là, on avait notre ouverture de bureau en 2017. Grosse affaire. Les médias étaient là pratiquement. Puis c'était vraiment cool. Le lendemain ou le surlendemain, un de mes meilleurs chums qui était avec nous autres, il nous apprend qu'il s'en va. T'sais. Puis on m'apprend ça dans un cadre de porte. Puis là, OK, fait que là, ça faisait un petit bout dans le fond qui me jouait un peu dans le dos. Fait que je me suis senti trahi. Hyper mauvaise réaction. J'ai perdu un chum dans cette histoire-là. Puis là, tu sais, moi, 2 jours plus tard, j'étais sur mon nuage. C'était fou. On était rendu... je me souviens, puis on était autour de 20 conseillers avec l'administration, etc. Puis là, 2 jours plus tard, il vient me péter ma balloune. Puis là, on dirait que ça a commencé à déringoler à partir de là parce que c'est pas des employés, c'est du monde qui sont à leur compte, qui sont conseillers, qui développent leurs affaires. Fait que, bref, avec le temps, au courant de l'année qui a suivi, même les 2 années qui ont suivi, on a racheté chacun des conseillers, dans le fond, les clientèles qui a été bâties. Il y a un des partners qu'on a racheté. Après ça, un autre partner qu'on a racheté par Close Shotgun. Fait que jusqu'en 2019, là, c'était le calvaire, pour vrai. Là, j'ai un enfant en plus par-dessus ça. Fait que ça a été une période quand même assez rough, je ne cacherai pas. Là, au niveau stress et financier, pour toi? Ouais, stress financier. Je travaille comme un fou pour une paye correcte. Là. Je ne veux pas dire une paye de pauvre, là, mais pour le temps que je donnais, je considérais que c'est une paye de pauvre. Mais en même temps, quand tu es en train de bâtir un start-up, tu penses pas à ça. Tu penses à quoi? Genre, parce que tu bâtis une start-up, ton temps est complètement occupé par ça. Ouais. En là, tu as un enfant. Comment tu restes discipliné, motivé à bâtir ça? Je sais pas. J'ai probablement fait des crises d'angoisse. J'y compte pas. Mais quand tu es dedans, tu le sais pas. C'est avec du recul qu'à un moment donné, Chris, c'est des symptômes de dépression, ça. Puis tu avances là-dedans. Puis le matin, t'es comme... Là, tout te repose un peu sur tes épaules. Puis là, le monde vit sur toi un peu. Le partner aussi. En tout cas, c'est une situation qui est pas facile. Puis... avec du recul, c'est comme j'ai tellement appris là-dedans, puis aujourd'hui, il arrive n'importe quelle situation, on dirait qu'il n'y a plus rien qui me stresse. Mais sur le coup, chaque petite affaire, c'était comme, oh mon Dieu, quelqu'un qui s'en va, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Mais aujourd'hui, écoute, c'est ça la vie, là. Je veux dire, tu peux pas retenir quelqu'un chez vous de force, mais j'ai pas. Il n'y a pas de formule magique. T'sais. Oui, je lisais beaucoup quand même sur le développement personnel, puis tout ça, mais hey, tu t'es dépassé par les événements à un certain moment. Là, le matin, là, je serais resté dans mon lit une couple de fois, puis après ça, t'entends le bébé qui braille, tu fais comme, ah non, je peux pas juste tout give up là. Ça fait que ça devient un peu ma motivation à ce moment-là. Mais c'était ironique. Je me levais le matin, il dormait, j'arrivais le soir, il dormait déjà. Fait que c'est la première année de vie de mon plus vieux, mon plus jeune en tout cas. Mon premier, je l'ai pas vraiment vu passer en réalité. Là. Je me demande, on parle de partir d'une startup, on parle de retenir le monde et ton partner qui part 2 jours avant que vous fassiez le compromise. Quand tu cherches à engager du monde pour une startup, parce que une grosse entreprise, vous avez un processus, c'est différent, mais une startup, il faut que tu aies des gens à qui, j'imagine, tu fais très confiance, tu es capable de voir qu'ils font une bonne édition. Comment tu les sélectionnes? C'est quoi les qualités les plus importantes dans ces gens-là, selon toi? Trop souvent, parce que tu es là, je me mets partner avec toi. T'sais. Je ne pousse pas ma réflexion plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? T'es là, on a un projet, let's go, on se met partner ensemble.
Puis la réflexion dans l'excitation est là. Tu sais, comme, hey, crème, l'idée est bonne. Puis là, on se craint un peu entre nous autres. Ah ouais, on va faire des millions avec ça. C'est sûr, ça va faire. Puis là, OK, t'es là. OK, parfait, 33. On fait un partner, puis c'est réglé. Mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé dans mon cas. Puis je me suis retrouvé partner avec des gens que j'aurais jamais dû. OK? Puis clairement. Puis c'est ça, je le constate par après. Ouais. Tu sais, une fois que c'est comme j'ai fait confiance à du monde que j'aurais jamais dû. Puis, fait que c'est pour ça que la qualité, il n'y a pas de réponse parfaite. Ça va dépendre de tes qualités que tu as. C'est-à-dire qu'il faut être complémentaire. Si toi, tu es vraiment fort dans le développement, puis tu es un bon mobilisateur, tu es un bon leader naturel, ben, clairement, si on est deux qui veulent ce chapeau-là, ça va confronter. Il n'y aura pas assez d'Indiens, trop de chefs, pas assez d'Indiens. Fait qu'il n'y a pas de qualité qui va surpasser les autres. Ça va dépendre de tes qualités à toi, de tes forces. Puis après ça, ça va être de travailler avec les gens. Puis, ouais, clairement, il y a des atomes crochus, puis on est vraiment complémentaires. Puis c'est ça que je me suis rendu compte. Tu sais, là, on était 4, on en a racheté 2. Puis aujourd'hui, mon partenaire Alex, tu sais, c'est fou, on est hyper. Tu sais, lui, il est beaucoup plus rationnel. Des fois, moi, je pars d'un fois, hey, let's go! Puis lui, il est comme, hey, wow, là, t'as-tu vu le budget un peu? Ah, ouais, c'est vrai, faut que. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, on est hyper complémentaires. C'est le fun parce que, tu sais, Alex, ça a été le dernier comme que joint le projet. Puis aujourd'hui, j'étais rendu avec lui, tu sais. Fait que c'est le fun qui est persévéré. Puis on était complémentaires. Moi, j'étais, en plus, au football, moi, j'étais à l'attaque. Puis lui, était à la défense. Fait que c'était un signe. Par rapport à tu as mentionné tes qualités, connaître ses qualités. C'est quoi tes qualités, puis comment est-ce que tu as fait pour les connaître? C'est une bonne question. C'est-à-dire que c'est dans l'adversité que tu apprends à te connaître, que tu en apprends beaucoup sur toi. Puis j'en ai énormément appris sur moi dans ce premier segment-là, parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a une suite à l'histoire. Mais tu sais, une des qualités qui est primordiale en business, puis peu importe les jobs, puis peu importe, selon moi, c'est la communication. Être capable de communiquer, que ce soit avec ta blonde, avec tes enfants. Tu sais, souvent, on refoule, on garde ça à l'intérieur, puis quand arrive le temps d'en parler, ben, il est rendu trop tard, on est devant les faits accomplis, versus d'avoir des échanges, de communiquer avec les gens, c'est donc important. Puis après ça, on peut l'amener à un autre niveau, savoir communiquer dans les gens, en public, dans un podcast, quand vous m'avez approché, dans un courriel, la communication, je vous dis, la communication est tellement importante qu'après ça, tout le reste peut quand même, en communiquant, on arrange tout. Tout, on est capable de tout arranger quand on a une bonne communication. Puis bon, si on regarde mes qualités à moi, ben, je pense que quelqu'un qui est capable de mobiliser à partir du moment que j'ai une bonne vision, puis qui est très conscientious, là, c'est que je suis bon pour partir des projets. Quand tu as ta feuille blanche, comme vous autres, quand vous avez dit, ah, on va faire un podcast, on va faire ci, tu passes ta feuille blanche, mais what's the first thing? Là? C'est quoi la première étape à faire? C'est souvent les plus difficiles. Puis comme un peu une voiture en côté synergie, le plus difficile, c'est de faire de mettre le véhicule en mouvement. C'est ça qui est le plus difficile. Puis une fois qu'il est en mouvement, ben là, tu apportes des ajustements, puis ton véhicule, tu le construis pratiquement en route. Là, c'est tellement intéressant que tu dis ça, parce que moi, je me rappelle les débuts de prévoir ce podcast. On sortait un petit cahier, on était comme, OK, ça, c'est qu'on va dire. Puis là, 2 semaines plus tard, on réalisait qu'on allait tout changer parce qu'on avait pris les pas. C'est comme le plus important, c'est de prendre le premier pas, puis après, tu apprends ce que tu veux vraiment faire en le faisant. Mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Puis l'analyse, paralyse, oui, à un moment donné, il faut que tu checkes tes affaires, mais à un moment donné, tu peux pas tout prévoir les variables. Il faut que tu le fasses, puis en le faisant, ben là, les quelques variables qui te manquaient, tu vas être capable d'aligner les choses, puis d'ajuster le tir à mesure que tu avances. C'est drôle parce que tu dis qualité essentielle. Les gens qui partent pas en business, en tout cas, moi j'avais l'impression avant, je regardais ça, OK, non, il faut que tu aies telle connaissance, mais toi, tu dis non, c'est la communication. Parce qu'une fois que tu communiques et que tu te mets en branle, même s'il y a des problèmes en communiquant, tu arrives à les régler. Dans le fond, tu arrives à progresser vers l'avant de toute façon. Ben oui, puis en communiquant, tu vas être capable d'apprendre ce que tu as besoin de savoir. De toute façon. Fait que tu sais, tu sais pas tout, mais si tu es capable de bien communiquer ton besoin, ta vision, ben c'est là que tu vas être capable d'attirer à toi les bonnes personnes, les bonnes ressources, puis de dire, OK, ben c'est ça que je veux faire. Ouais, c'est ça que je veux faire, mais t'es pas capable de l'expliquer ce que tu veux faire, tu sais. Fait que c'est un point assez intéressant. Ouais. Puis, est-ce que tu as des bases
de communication. Par exemple, avec un partenaire d'affaires. Est-ce que tu as certains éléments que tu dis, c'est les golden standards de la communication, tu dois dire l'émotion, tu dois dire des idées. C'est quoi les éléments qui sont primordiaux pour une bonne communication, surtout dans un contexte d'affaires, puis peut-être aussi dans un contexte personnel où je sais pas si c'est les mêmes. Là. Je sais pas. Il n'y a pas d'éléments. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille en continu. Il n'y a pas un élément comme ah oui, c'est vraiment bon ça, mais après ça, on pourrait rajouter le contrôle des émotions, mais ça se fait à travers la communication. Après ça, d'être transparent, mais en même temps, ça se fait dans la communication. Fait que d'être franc. Fait que c'est tout des. Il n'y a pas de. Tu sais, quand on se parle aujourd'hui, il y a une vibe, je vois, tu hoches la tête, c'est des choses qui sont. Je suis pas en train de t'interrompre. D'interrompre les gens, ça, c'est hyper, hyper insultant. Fait que, quand quelqu'un parle, faut que tu le laisses respirer. Je dis tout le temps que quelqu'un qui parle, ben, je dis tout le temps. Dans ma tête, en tout cas, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'exprimer. Imagine-toi, tu es en dessous de l'eau, puis tu as besoin de respirer. Ben, c'est ça, quelqu'un qui est en train de parler, il a besoin de s'exprimer. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu le laisses dégonfler, il faut que tu le laisses prendre son envol. Puis là, à un moment donné, quand il va être arrivé au bout de ce qu'il a à dire, là, après ça, il va te laisser toute la place pour parler. Puis si tu as bien écouté ce qu'il a dit, ben, ça va être super facile de bien diriger la discussion vers où tu vas aller. Fait que, tu sais, la communication. Passe par l'écoute. Passe par l'écoute, mais ouais. L'écoute ne fait pas juste au niveau verbal. Là. C'est 20% verbal, 80% les mouvements, le mouvement des mains, le hochement de tête. Puis en même temps, si mettons, tu hoches la tête de même vraiment intense, je vais faire comme moi, si tu m'écoutes pas, toi, là. Fait que, tu sais, c'est plein de petites choses subtiles comme ça qui sont inconscientes qu'avec le temps, tu finis par maîtriser. Et que là, tu sais, quand, OK, il est en train d'écouter, un bon leader, un bon mobilisateur va parler peu, mais va avoir un impact dans ce qu'il va dire. Mais si cette personne-là n'a pas écouté, puis que là, il dit quelque chose qui n'a complètement pas rapport, puis qu'il n'a pas décelé le message, il va passer à côté. T'sais. Ce qui est intéressant, moi, je me rappelle, on a passé en entrevue Mathieu Fortin. Je fais un petit lien. Là. Lui, il parle, dans le fond, la composante mentale qu'il faut avoir quand on écoute. Il mentionnait qu'il faut être genre prêt à se mettre dans une position vraiment inconfortable, d'être complètement ouvert d'esprit, tu sais. Ben oui. Être prêt à se remettre en question tout le temps sur ce que l'autre dit pour pouvoir justement après progresser. Pas juste attendre de répondre, mais vraiment incorporer la plupart ce que des gens, pendant qu'ils parlent, l'autre personne est en train de préparer sa réponse, il n'est pas en train d'écouter. C'est ça qu'ils font les gens. C'est un piège. Alors, ben oui, c'est comme, ah oui, je t'écoute, mais dans le fond, je suis en train de préparer ma réponse. C'est là que c'est pas un vrai échange. Tu n'es pas en train de m'écouter. Puis c'est difficile d'être dans le moment présent. Puis c'est peut-être un peu cliché ce qu'on dit là, mais c'est pas facile. C'est vraiment de OK, là, je suis en train de penser à d'autres choses. Reviens à ce que la personne est en train de dire. Porte attention aux détails de la façon qu'il froncit les sourcils, la façon qu'il s'exprime, l'intonation dans sa voix. Puis c'est là que tu es capable d'être pleinement présent. Puis quand tu es pleinement présent de même, finis de discuter, puis là, tu es un peu dans un piège, puis là, tu es tellement plongé dans la discussion que là, OK, là, c'était rendu à mon tour de parler, j'avais oublié ce que je disais. T'sais. Puis dans la situation où est-ce que, si on vient à ton parcours, là, dans la situation quand ton partenaire est venu, il t'a annoncé, c'est terminé, tu sais, comme je m'en vais, est-ce que ça, pour toi, c'est un exemple de mauvaise communication ou de bonne communication? Ou, ben, en fait... Ouais, c'était atroce, là. Je veux dire, le premier, 2 partenaires, il y en a un qui est resté. Fait que le premier... Je reviens de vacances, j'aimerais ça aller manger au resto un peu, puis il me dit, ben là, pendant tes vacances, j'ai envoyé une lettre d'avocat, je retire mes billes, etc., puis je m'en vais. Je suis comme, t'es bien dégueu. Dans ma tête, je me suis dit ça, mais je suis comme, pourquoi on n'en a pas parlé avant? Puis après ça, là, il a commencé à dire, je suis vraiment bien là-dedans, OK, mais si t'étais pas bien, pourquoi tu m'en as pas parlé? On aurait pu trouver une solution, tu sais. Puis là, tu me laisses avec la marde, tu sais, puis c'est moi qui vais s'organiser à ramasser les pots cassés, parce qu'on avait des comptes à rendre à un financier qui avait investi avec nous autres, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est là, j'étais dans les faits accomplis, tu sais. Ouais. Comme, pourquoi on n'en a pas parlé avant, tu sais. Peut-être, si je me responsabilise là-dedans, peut-être que mes capacités d'écoute puis d'être attentif à ces détails-là étaient peut-être pas là non plus. Ouais. C'est d'avoir la discussion difficile au court terme pour pas que ça devienne tellement plus gros au long terme, oui. Dans le fond. Je suis curieux, on parle de cette difficulté-là, mais à partir de là, tu me parlais que jusqu'à 2019, c'est une période difficile quand même, gérer le temps et tout. Ça a été quoi la chose la plus difficile
dans ce temps-là, c'était quoi le défi auquel tu... En fait, est-ce qu'on peut le formuler comme ça? Y avait-tu une chose en particulier ou c'était une accumulation de choses qui rendait ça... Ben, en fait, tu sais, je suis quelqu'un qui est quand même assez control freak. Fait que, tu sais, le défi, c'est de ne pas avoir le contrôle sur tout. Fait que là, tu te retrouves dans des positions... Il y a deux éléments. Tu sais, il y a un moment donné, tu es rendu à un certain stade que quand tu es en position de gestion, tu dois prendre des décisions, tu dois prendre des décisions. Puis le fait de garder le statu quo est aussi une décision qui a des répercussions. Fait que là, à un moment donné, tu as le choix A, tu as le choix B, mais les deux, c'est des choix de merde. Il faut que tu en prennes un des deux, puis là, tu vas prendre celui qui va avoir le moins de répercussions. Puis peu importe la décision que tu vas prendre, il y a du monde qui ne seront pas contents, c'est sûr et certain. Puis, fait que là, ça devient délicat de prendre des décisions, puis où tu peux juste rester figé, rien faire. Mais ça aussi, c'est une décision. T'sais. Fait que ça a été vraiment difficile. Puis, tu sais, c'est de même, j'ai dû remercier, quand je vous ai dit tantôt, après 6 mois, j'avais déjà une adjointe. En réalité, c'était ma belle-mère. Puis, il a fallu que je la remercie. Là. Fait que là, parce qu'elle s'entendait mal avec mon partner, puis j'ai dit, ben là, quand c'est terminé, puis tout ça. Puis là, ben, c'est hyper émotif, hyper chargé en émotions, parce que c'était la personne qui m'avait aidé dans mes débuts, cette personne-là. Puis ça fonctionnait clairement plus. Fait qu'il a fallu que je la remercie, tout ça. Puis, tu comprends les répercussions aussi avec la famille et tout ça, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, j'en sors grandi. Là, je veux dire, ça a été une décision difficile. Puis après ça, ben, de savoir qu'on ne peut pas tout contrôler. Tu peux pas tout contrôler. Tu peux pas tout contrôler. Pour quelqu'un qui est un peu control freak, qui aime ça avoir sa main mise un peu partout, c'est très difficile. Puis ça va à l'encontre de la croissance. Parce qu'en croissance, il faut que tu délègues. Ouais. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas être partout. C'est impossible. Mais ce que j'ai appris, c'est de déléguer les bonnes choses. Des affaires que j'ai fait confiance à des gens. J'ai fait confiance ou à des gens. C'est correct. Mais c'est faire confiance à des gens sur des éléments qui n'auront pas trop de répercussions. C'est-à-dire que de confier, mettons, tes états financiers, ça, là, tu délègues pas ça au début. Tu délègues pas ça. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite. Puis je me suis ramassé dans le mur à cause de ça. Tu sais, à un moment donné, OK, c'est ta job de checker ça et tout ça. Moi, je m'occupe du développement. Je recrute des conseillers. Je forme mes conseillers. C'était ça mon objectif. J'ai été conseiller de la relève. Mon but, mais mon rôle, en réalité, c'était ça. Puis après ça, je me reviens. Je fais comme, voyons, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est ça. Fait que déléguer, mais déléguer quoi? Et déléguer des responsabilités. Et c'est facile à dire, mais déléguer des responsabilités, déléguer des tâches, c'est accepter que ça ne sera pas fait comme toi, tu l'aurais fait. Puis non seulement c'est accepter que ça ne sera pas fait comme toi, tu l'aurais fait, mais c'est accepter qu'il va faire des erreurs. C'est sûr qu'il va se planter, c'est sûr qu'il va foutre la merde. T'sais. Mais c'est un passage obligé pour apprendre. Puis là, oui, tu peux mettre des paramètres, oui, tu peux. Mais à un moment donné, il faut qu'il fasse l'erreur, puis à un moment donné, s'il ne fait pas d'erreur, c'est à cause que tu es toujours au-dessus de ton épaule, puis dans le fond, tu ne l'as pas vraiment délégué. Fait que à un moment donné, c'est de OK, je te délègue ça, puis je sais que ça ne sera pas à mon goût, je sais que tu vas probablement prendre 3 fois trop de temps, je sais que tu vas faire des erreurs, puis que ça va prendre peut-être 2 fois plus de temps à le faire. Lâcher prise. Tu sais, comme, regarde, exact. Je lâche prise, fais-le, puis mais encore là, c'est quoi les conséquences, les pires qui peuvent arriver, tu sais. Ça peut couler le navire au complet. Là, il faut que tu supervises, puis là, il faut que tu gardes une main mise dessus. Mais quand tu te dis, OK, ben, je te délègue ça, le pire qui peut arriver, c'est qu'il va falloir que je rappelle le client, il va falloir que je rappelle l'institution pour renverser la transaction. Regarde, il n'y a pas personne de mort, puis là, on est encore là, tu sais. Puis c'est ça, prendre des risques en réalité. Prendre un risque, il y a une différence entre prendre un risque et se mettre en danger. Prendre un risque, c'est tu mets une portion de ta business pas une portion de ta business, mais tu prends des risques que tu peux perdre, mais se mettre en danger, c'est que tu prends un risque que tu peux tout perdre. Et là, ça, c'est... Est-ce que tu as passé proche de tout perdre avec Taco Finance à un certain point? Oui, mais heureusement, c'est moi qui s'était occupé. Ça, c'est une portion que je n'avais pas déléguée. Le côté légal de la patente, les cautionnements et tout ça, c'est moi qui avait géré cette portion-là. Fait que je m'en ai très bien tiré. Mais c'était pas Taco Finance. Taco Finance a vraiment bien été. Okay. C'était vraiment le cabinet de services financiers que ça a été plus difficile. Taco Finance, ça a quand même relativement toujours bien été. Ça a toujours été correct. C'est-à-dire, on n'a jamais pété des scores. On a toujours été là. Puis notre mission chez Taco était vraiment de démocratiser les finances, apporter une éducation, apporter des outils aux gens pour bien financer leurs études, pour
pas finir avec des... Fait que ça a toujours été là, mais tu peux pas faire des millions avec ça. C'est ce qu'on s'est rendu compte parce que les banques essaient de le faire, puis bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais fait que ça a toujours été bien. Mais c'était vraiment le cabinet que là, m'a amené, il a fallu racheter tout le monde, etc. J'ai perdu mes adjoints, je suis quand même reparti à zéro en 2018-2019. Puis là, ben, la bonne nouvelle, c'est que quand tu repars à neuf avec toutes les connaissances que tu as acquis, ben là, tu fais les choses comme du monde en partant. Puis là, aujourd'hui, je retournerai jamais en arrière. Tu sais, j'ai mon partner de rêve d'une certaine façon. J'ai une équipe qui va super bien. On est tissé serré, on a du fun ensemble. Puis je vise pas la croissance de devenir à 25-30 conseillers demain matin. Fait que je suis capable de gérer cette croissance-là tout en gardant le contrôle sur les éléments, un peu comme je vous disais. Je délègue des affaires, puis hey, t'es rendu où là-dedans? Puis Christy, merde, OK. OK, on va réparer un peu des pots cassés, mais j'y vais. Je suis pas tout le temps dans leur cul, mais comme là, je pense à une problématique en particulier que là, bon, faut que je me mette le nez là-dedans. Ouais. Bon, faut que tu t'impliques. Exactement. Faut me mettre le nez là-dedans, on va remettre ça de puis après ça, on avance. T'sais. Fait qu'actuellement, si on regarde plus ton travail, là, ouais. Ton expertise, tu l'as développée en conseil financier. Oui, planification financière. Planification financière. J'irais un petit peu plus loin, c'est que je me considère comme un entrepreneur avant d'être un planificateur financier. Okay. Fait que, tu sais, oui, la planification financière, j'ai développé des beaux outils pour aider les gens à mieux gérer leurs finances et tout ça, mais toujours avec un thinking un peu plus d'entrepreneur. T'sais. OK. Puis, mais attends. OK, oui, ben, est-ce que ce thinking-là vient du fait que tu as parti plusieurs entreprises? Parce que, fondamentalement, tu es un entrepreneur dans le milieu de la finance, de la planification financière. Ouais, j'ai mon créneau, là. C'est ça. Là, à ce jour, là, bon, est arrivée cette saga-là. On a racheté tout le monde. En 2018-2019, on se remet vraiment sur pied. Mais tu sais, j'ai toujours un revenu. J'ai jamais manqué de rien. Ouais. Mais tu sais, c'était plus la charge émotionnelle qui était vraiment difficile à encaisser. Les clients, il n'y a aucun client qui s'en est rendu compte, ultimement, tu sais, que moi, je me mettais en petite boule le soir. Ultimement, mes conseils ont toujours été là, puis on a toujours délivré du service. Oui, par moment, le service a peut-être été un peu défaillant, mais on s'est bien rattrapé avec nos clients. Fait qu'une fois ça fait, ben là, ben, ça m'a ouvert une belle opportunité qui est celle de donner de la formation. Puis là, avec la pandémie, ça l'a ouvert en 2019. J'ouvrais la première cohorte de conseillers, des cohortes plus intensives où on se réunissait. J'avais réuni des conseillers ensemble. Je donnais des avocats, des comptables. Fait que ça a vraiment... Cette opportunité-là est arrivée suite à tout ça. Puis là, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait vraiment, de donner de la formation. Puis là, ben là, CEO est apparu comme une opportunité justement de non seulement avoir un impact chez les particuliers, les consommateurs, ceux qui ont besoin de conseils, mais à un autre niveau, aller chercher les conseillers qui, eux, conseillent les gens. Ouais. Puis de cette façon-là, ben, je me retrouvais à avoir une empreinte sur l'industrie, puis avoir un impact sur l'industrie vraiment plus positif. Puis je le dis à chaque semaine, mais mon objectif, c'est de rehausser la barre de l'industrie en conseil financier pour que les conseillers soient mieux équipés pour conseiller les consommateurs. Au final, les consommateurs soient mieux équipés. Exactement. On frôle le sujet depuis tantôt, mais je suis curieux. Ça ressemble à quoi des bonnes finances personnelles? T'as écrit c'est sûr, je dois acheter le livre ABC, les finances personnelles. Mais c'est pas un livre qui est ouvert, c'est vraiment pour les conseillers. Okay, ouais. Fait que c'est un abonnement dans lequel tu vas avoir tous les différents concepts, comment fonctionne le CELIAP, là, c'est la nouvelle mode de 2023, les REER, les CELI, les marchés, etc. Comment bien enseigner ça. Ça, c'est une chose. C'est ça ressemble à quoi avoir des bonnes finances personnelles si on fait un ABC pour les étudiants qui écoutent, par exemple? Il n'y a pas de définition précise, mais ça dépend de tous et chacun. Mais une chose que je peux dire, c'est que pas avoir des bonnes finances, mais de faire des bons choix financiers, ça repose faire des choix. Quand tu fais pas de choix puis tu dis oui à tout, ça va déraper là, ton affaire. Là. Okay? À moins que tu aies vraiment des parents en moyen puis que tu aies de la carte de crédit limitée. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Je veux dire, tu peux pas faire du sport, par exemple, à l'université, faire tes études, avoir le gros voyage à chaque année, avoir le gros char. À un moment donné, il faut que tu fasses un choix conséquent qui est cohérent avec tes moyens financiers, puis dépendamment d'où tu te situes. Mais après ça, puis là, il y a souvent le mouvement FIRE, là, les retraites hâtives. Là. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que, selon moi, avoir des bonnes finances, c'est avoir la liberté de choisir.
OK, aussi. Parce que rendu, tu sais, maintenant, on travaille par obligation, mais à un moment donné, si tu réussis à atteindre l'indépendance financière, tu vas travailler par choix, tu vas faire ce que tu aimes, et là, tu vas prendre des décisions en conséquence de qui tu es, puis de qu'est-ce qui est important pour toi. Puis tout va être, là, on rentre dans l'indépendance financière, ultimement, mais l'indépendance financière, en réalité, c'est que si tu as un coût de vie à 350 000 par année, c'est pas le même niveau d'indépendance financière que si tu as un coût de vie à 35 000 par année. All right? Fait que tu n'auras pas besoin d'avoir accumulé autant d'argent. Et c'est ça, un des facteurs hyper importants, c'est que ça dépend de ton coût de vie. Ton coût de vie va déterminer ton niveau d'indépendance financière qu'il faut que tu accumules comme argent. C'est-à-dire que si tu prends ta retraite à 40 ans, tu en as pour 40-50 ans à vivre de tes économies, mais si tu as un coût de vie à 100 000 par année, ça t'en prend mauditement plus que si tu as un coût de vie à 25 000 par année. Ouais. OK? Fait que ça, c'est la première chose. Puis de juste être conscient de ses finances. Fait qu'il n'y a pas je t'arrive pas avec une formule magique aujourd'hui de dire hey, ça, c'est des bonnes finances, mais juste d'être conscient de ses finances. C'est niaiseux. Je te demande c'est quoi ta valeur nette. Comme étudiant, c'est assez facile. C'est OK, ben, OK. On n'en parle pas. C'est ça. Mais tu sais, c'est X nombre de dettes, mais track ça. L'année passée, tu étais à combien? Cette année, tu étais à combien? L'année prochaine, tu vas être à combien? Parce qu'on parle souvent du fameux budget. Moi, je ne suis pas un gars de budget tant que ça. Oui, j'en fais pour mes entreprises, mais dans ma vie, de commencer à... Non, des applications comme Mint qui sont super bien faites, que ça, j'ai adhéré à ça. Ça prend beaucoup d'efforts de le mettre en place, mais une fois que c'est en place, ça roule tout seul. On pourra en reparler une autre fois. Mais juste aujourd'hui, c'est quoi ta situation? C'est quoi tes actifs? C'est quoi ce que tu dois? OK, tu as un char, tu as un peu d'argent dans le compte de banque, tu as des bourses qui ont été versées. Après ça, c'est quoi tes dettes? Ah, t'en as pas, tant mieux. L'année prochaine, ben là, c'est rendu que tu as un petit peu de dette. Parfait. Mais là, si tu prends une photo à chaque année, mettons, tu dis, moi, à chaque début d'année, je reprends une photo, je dis, c'est quoi mes actifs, c'est quoi mes passifs? Parfait, j'arrive à une valeur nette, par exemple, actif, donc tout ce que tu possèdes moins tout ce que tu dois, de moins 20 000. Ben, crime, au 1er janvier, mettons, 2022, c'est moins 20 000 ma valeur nette. 1er janvier 2023, tu es rendu quoi? T'es-tu rendu à moins 25 000? T'es-tu rendu à moins 10 000? Si t'es rendu à moins 10 000, good job, t'as pris un peu de valeur. Puis après ça, ben, de suivre ça. Pendant les études, c'est pas si compliqué, mais de garder cette habitude-là par la suite. Okay? Puis moi, c'est ça que j'ai fait avec mes différentes entreprises. C'est qu'à un moment donné, j'ai fait le tour assez vite des logiciels de planification financière. Puis il n'y en a pas un qui faisait ça. Fait que je me suis parti un bon vieux fichier Excel. Puis le fichier Excel a fini par donner un outil incroyable qu'on utilise avec nos clients, que je pourrais vous envoyer si vous le voulez d'ailleurs, qui est juste... S'il vous plaît. mais juste de pouvoir dire, OK, t'es rendu là, tu t'en vas là, puis après ça, ben là, quand tu finis par graduer, puis je vous dis un jour, les revenus risquent d'être plus grands que les dépenses. On espère. On espère. Mais c'est là que tu vas voir ta progression, dire OK, j'étais à moins 20 000, j'étais à moins 25, j'étais à moins 30, j'étais à moins 35, mais déjà de faire une petite projection, dire en finissant mes études, je devrais avoir une valeur nette d'environ moins 25, moins 40, moins 50. En médecine, ça peut être moins 100, moins 150. Mais de voir à quelle vitesse après ça tu remontes la pente, à quelle vitesse tu vas te sortir la tête de l'eau, puis juste d'avoir une vue d'ensemble de tes affaires. C'est niaiseux, mais c'est pas tant niaiseux parce qu'il n'y a personne qui le fait. Puis c'est donc important. Puis c'est la même chose pour les conseillers financiers. Les conseillers financiers, ce qu'ils vont faire, ils vont faire une analyse, ils vont dire ah ben Chris, c'est pas pire, puis tout ça, puis après ça, ils vont mettre ça dans. Ils vont rien faire avec. Fait que tu vas venir le revoir dans 2 ans, ils vont faire une autre analyse, puis tu n'auras aucun tracking sheet de comme où tu étais, où tu es rendu. Tu vas au gym. Meilleur exemple, tu vas au gym. Ton entraîneur, la première chose qu'il va faire, c'est quoi? Il va prendre tes mensurations, ouais. Il va te peser, puis après ça, il va te demander tes objectifs. Ouais. Right? Mm. Ben, dans 2 ans, tu vas te prendre de dire, voici où je suis parti, voici où je suis rendu par rapport à mes objectifs. C'est la même affaire avec vos finances. Savoir où tu es aujourd'hui, puis garder en tête où tu es à chaque année. Exactement. Puis le conseiller, selon moi, dans ma définition, puis c'est ça que j'enseigne dans les différentes formations que je donne, c'est ça, c'est de l'accompagnement. Les gens ont besoin d'accompagnement pour voir où s'en vont leurs finances, d'être conseillés par rapport à ça. Mais si tu n'as aucun document pour le faire, à part une analyse que tu as faite, que les chiffres sur papier, ça veut dire quelque chose, mais qu'il n'y a pas de continuité là-dedans, ça a plus ou moins de valeur. T'sais. Puis je reviens avec mon entraîneur, mais c'est ça, un entraîneur privé qui va te pousser dans le cul, il va dire hey, tu t'es mis comme objectif d'accumuler de temps pour un achat de maison, tu voulais rembourser tes dettes, etc. T'en es où par rapport à ton objectif? J'appelle ça un peu le GPS financier. Un GPS pour que ça fonctionne, il faut que tu aies un point de départ, right? Ouais. Il faut être une destination. Puis après ça, ben, il va te dire tourne à gauche, tourne à droite, puis il va tracker ta progression. Même affaire.
Mais là, tu vois, là, tu me fais réagir, le marketing, parce que depuis tout ce temps-là, je suis comme. Moi, je pensais que j'avais des correctes gestions personnelles. Correct. Mais là, avec ça, en fait, t'as raison. J'ai même pas la mesure de base de c'est comme qu'est-ce que j'ai versus qu'est-ce que je. Tu sais, comme qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que j'ai. C'est vrai. Puis le piège, je pense, puis ça, c'est quelque chose qu'on peut se souvenir, c'est que c'est pas parce que t'es étudiant puis que c'est facile à faire les gestions parce que t'as pas. Tu sais, cette espèce de compte rendu-là. Ça prend 5 minutes à faire. Ça prend 5 minutes à faire, mais c'est justement pour ça qu'on devrait le faire là. Parce qu'éventuellement, ça devenir plus difficile, mais au moins, tu auras l'expérience de le faire. C'est que ça va être facile après ça d'adapter ta photo. C'est ce que je dis à mes clients, on va prendre un screenshot. Là. On va prendre un screenshot aujourd'hui, on va se déshabiller tout nu, là, puis on va faire. On va vraiment regarder tous les chiffres, sont où les comptes, etc. Puis on va reprendre cette photo-là dans un an. C'est comme quand tu vas avec ton entraîneur, il va prendre une photo souvent, puis après ça, tu vas être capable d'avoir ta progression. Même affaire. Mais personne ne l'a fait, tu sais. Puis après ça, quand la situation va se complexifier, là, pour ça, tu vas acheter une maison. Bon, tu le rajoutes dans le bilan. Ah, tu t'achètes un blog, bloc à revenu. Ah, tu démarres ton entreprise. Tu vas la mettre dans ton bilan. Puisque tu vas avoir mis de l'argent, tu vas avoir mis un cash dedans. Et ça, c'est un cash que l'entreprise te doit. Combien vaut l'entreprise? L'année 1, on se rencontre les trois ensemble, on part de business, on s'entend que ça vaut quoi? 50 000. D'accord? Fait que là, on s'entend que ça vaut 50 000. Fait que si jamais il y en a un ou d'autres qui s'en va, on va racheter l'autre selon le pourcentage. OK? L'année d'après, on est rendu à combien? La dernière fois, ça valait 50 000. On a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Ah, ça vaut 75 000. OK, parfait. Mais ça rentre dans ton bilan. Ah, t'es rendu avec un enfant. Là, après ça, tu veux mettre de l'argent de côté pour un CELI. Après ça, Fait que tout ça, si tu le fais au fur et à mesure, c'est pas trop compliqué. Puis j'ai des clients que le chiffrier est quand même rendu. Mais c'est le fun parce que nulle part dans les conseillers qui m'ont rencontré, ils font cet exercice-là. Puis après ça, tu es capable de dire à ton client, hey, quand tu as commencé à travailler ensemble, les étudiants en médecine, c'est sûr que ça va quand même assez rapidement. On a commencé à travailler ensemble, tu avais une valeur nette négative à moins 50 000. Aujourd'hui, après X nombre de temps, tu es rendu avec une valeur de positive de 150 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions, tu es rendu multimillionnaire. Tu es comme là, il sort du bureau. Comme, aïe, c'est vrai, les chiffres sont là. Puis des fois, c'est drôle parce que je fais l'exercice, puis il me croit pas. Ben non, je suis pas millionnaire. Ben oui, vends tout ce que tu as. D'un matin, tu as 1 million. Oui, tu as des dettes, mais ça, incluant les dettes, c'est-à-dire que pour 1,5 million, moins 500 000 de dettes, tu es à 1 million. Puis l'année prochaine, tu vas être à 1 million, tu vas être rendu à 900 000. Fait que juste d'avoir cette conscientisation-là, tu me disais c'était quoi avoir des bonnes finances, ben c'est de pouvoir prendre des décisions éclairées. C'est de pouvoir prendre la shot, de dire OK, ben là, je viens de recevoir 25 000 en héritage, je fais quoi? Je le applique-tu à mes dettes ou je le mets à mes actifs? Ah ben non, je vais rembourser mes dettes étudiantes. Ouais, mais une fois que tu as remboursé tes dettes étudiantes, c'est pas ça qui va te permettre de mettre une mise de fonds pour acheter un bloc. Fait que si tu la rembourses, c'est un argent que tu ne pourras plus toucher. Fait que c'est peut-être mieux de le mettre dans un compte qui va te rapporter qui va te rapporter le même taux d'intérêt que tu payes, mais au moins quand tu en as besoin, tu peux l'utiliser puis faire fructifier tes actifs. Tu sais. Mais ça, là, Colin. Moi, ça éclate ma perception des finances personnelles. Tu sais, moi, tout ce que je sais, c'est que je me fie au conseiller qui me dit, mais c'est vrai, fait que tu commences par connaître ce que tu vaux, ce que tu as. Tu tracks ce que tu as, ce que tu vaux, puis ensuite. Mais aussi, tu parlais au début de se connaître soi-même. Parce que ce qui est le fun, c'est que tu as dit, il n'y a pas une bonne réponse parce que tout le monde va être différent. Tout le monde va avoir des finances personnelles différentes, dépendamment de la personne que tu es. Fait comment tu modules tes finances personnelles à quitter toi-même? Tu sais, ça commence par se connaître, mais... Ouais, mais l'humain a une forte capacité d'adaptation. Hein? Ah oui. Donc, mais ça va dans les deux sens. Donc, si tu t'adaptes à... Si, mettons, d'un matin, tu as un faible revenu, tu vas t'adapter en conséquence. Est-ce que tu vas être moins heureux à cause de ça? Pas forcément. Mais il s'adapte aussi à la hausse. Fait que tu as un meilleur revenu, ben là, ton coût de vie va augmenter pour la plupart. Là. Je dis pas que c'est pas impossible de... Mais en théorie, c'est comme si je te disais toi, tu fais 50 000, puis moi, je fais 70 000 par année. OK? Puis là, toi, tu me dis, je suis pas capable d'en mettre de côté. Puis moi, je te réponds, moi non plus, je suis pas capable d'en mettre de côté. Fuck you, tu fais 20 000 de plus. Fait que comment je peux te regarder dans les yeux et te dire que je suis pas capable d'en mettre de côté si toi, à 50 000, ou même si toi, à quelque part, je devrais quand même mettre 20 000 de plus par année. Là, je prends pas en considération l'impôt et tout ça, là, mais c'est quand même ça le concept.
Fait que tout ça est par rapport à moi, 70 000, mon rythme de vie s'est adapté en fonction d'eux. Et si c'est capable de s'adapter à la hausse, il est aussi capable de s'adapter à la baisse. Et donc là, c'est par rapport, je reviens, mais ça dépend au choix financier que tu fais. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout faire. Si tu peux tout faire, c'est à cause de vraiment des moyens. Mais encore là, avoir ces moyens-là d'indépendance financière à un coût de vie de 350 000 par année, c'est pas donné à tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, t'as pas la capacité de gérer le stress, d'avoir plusieurs projets en même temps, etc., d'avoir une business, peut-être 2, des immeubles, une source de revenus, ben, ça devient difficile d'atteindre ce niveau de vie-là. Tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est de se connaître soi-même, de dire hey, moi, je suis pas fait pour ça, là, stresser avec une entreprise que je peux tout perdre, etc. Je vais à l'extrême, mais juste pour expliquer mon point que si toi, t'es puis les profs, je vais prendre un exemple, ma blonde est prof. Okay? Puis les profs sont réputés justement pour avoir un niveau de bonheur par rapport à l'argent qui est très bon. Pourquoi? Parce qu'ils se tiennent tous avec des profs. Des profs, ça tient avec des profs, puis ils ont tous à peu près le même revenu, le même salaire. Versus t'es prof, puis tu te ramasses d'un matin à une place que c'est tout du monde qui font 200-300 000 par année, mettons. Ben là, tu vas être comme, tu vas te trouver inférieur un peu, puis là, tu vas commencer à vivre le delta. Là. Entre ce que tu as et ce que tu n'as pas, là, c'est souvent ça, l'espèce de delta qui tu es toujours à courir après l'horizon. Là. C'est un peu ça, parce que tu es toujours insatisfait de ce que tu n'as pas. T'sais. Mais si tu regardes les profs ensemble, ils ont un niveau de vie qui est correct, puis c'est amplement pour vivre tout ça. Tu as des vacances confortables, tu as des vacances, tu as beaucoup de vacances l'été, même chose pour l'hiver, etc. Fait que tu n'as pas besoin de faire 300 000 par année pour être heureux quand tu regardes ce niveau de voie-là. Puis c'est drôle parce que mes 2 parents étaient profs aussi. Fait que clairement, ça doit avoir un lien. Est-ce qu'une bonne finance personnelle passe par une bonne gestion des dépenses? Oui, au niveau budgétaire, c'est sûr, là, je ne veux pas négliger le budget. Je ne suis pas un fervent du budget. Mais pourquoi tu n'es pas un fervent du budget? Qu'est-ce que le bon vieux budget a de mal? C'est pas qu'il n'y a pas rien de mal, justement. OK. Il n'y a pas rien de mal, c'est même très bon de faire un budget. Rassure-toi, Charles. Ouais, c'est ça. Mais c'est que ça va demander beaucoup d'efforts. Le tenir à jour, puis ça demande une discipline, puis une rigueur vraiment. C'est pas fait pour tout le monde. Puis on ferait un sondage à savoir qui vraiment suit un budget de manière assidue. Là, le pourcentage va être à moins de 10% de la population. Là, fait que, mais au minimum, de juste prendre un screenshot de hey, où j'étais, puis tout ça. Puis après ça, par déduction, tu peux dire comme ouais, finalement, j'avais une valeur nette de 100 000, je suis rendu à 80 000 de valeur nette. Clairement, j'ai été au-dessus de mes moyens. Qu'est-ce qui est arrivé? Une invalidité, une séparation, une rupture de business. Je sais pas. Fait que, il y a une. Qu'est-ce qui explique ça? Au moins, tu peux prendre ça. Là, c'est une question peut-être plus philosophique. Là. Mais qu'est-ce que l'argent? Techniquement, on pourrait prendre la définition dans le dictionnaire. Là, c'est une monnaie d'échange. Là. Mais qu'est-ce que l'argent? Parce que, en fait, pourquoi est-ce que ça éveille autant d'émotions chez plusieurs... En fait, chez presque tout le monde. Quand on parle d'argent, on dirait qu'on devient un petit peu émotif. Des fois, le monde dit comme « Ah, c'est le fun », d'autres fois, c'est pas le fun. Pourquoi? De ton expérience, qu'est-ce qui cause ça? Tu sais, j'aimerais renchérir là-dessus aussi avant que tu répondes. Tu as amené tantôt, tu prends un prof qui va se retrouver avec des gens qui font 300-400 000, il va se sentir inférieur. Ben, inférieur, non, il se sent inférieur parce qu'il vaut moins. Mais l'argent, c'est notre valeur. C'est fou. Ben, le monde va beaucoup s'identifier à ça. Ben, c'est ça. Je veux rectifier. Il se sent inférieur, c'est pas ça, mais il sent son envie d'avoir plus vient de grandir. Ben, c'est ça. OK, je suis en train de dire qu'il se sent inférieur forcément, là, je suis sûr, mais ce que je veux dire, c'est que là, en tout cas, je pense qu'on comprend ce que je veux dire ici. Oui. Mais qu'est-ce que l'argent? Ben, si on remonte à l'époque, ça a toujours existé en réalité. Avant, on payait, nos ancêtres, ils se payaient en pot, là, puis en fusil, puis en poudre, puis en poudre de fusil, toutes ces choses-là. Puis là, ben, là, on a mis un papier là-dessus. Quand tu m'amènes ça, ben, je vais pouvoir revenir au printemps, puis t'échanger ça contre de la nourriture, parce que là, t'en as pas, puis je vais vouloir en avoir plus tard. C'est ça, là, ultimement, comme ça que ça a commencé, les monnaies d'échange. Puis là, ben là, aujourd'hui, on dirait que c'est un peu... en plus, au niveau de la technologie, c'est un chiffre dans votre téléphone. C'est très abstrait, puis c'est super facile de taper son téléphone à quelque part, puis il y a 3 piastres qui viennent de partir, puis c'est $1. Là. La dépense et $1, ça fait pas mal, là, les deux. C'est à chaque fois, je te donne un petit fouet, à chaque fois que tu dépenses, peut-être que tu serais tanné, à un moment donné, mais non, c'est l'argent n'a pas d'odeur, c'est souvent ça qu'on... C'est peut-être pas un bon exemple, mais c'est $1 en tout cas. C'est fou à quel point... tu le décris comme ça, c'est simple, c'est rien, c'est ton téléphone. Mais
j'ai l'impression que des fois, nos vies tournent autour de ça. Tu sais, tu vas à l'école, tu vas à l'université pour avoir un job, pour te faire de l'argent, pour pouvoir survivre, parce que sans argent, tu ne survis pas. Nos vies sont centrées là-dessus. Ouais, mais c'est disons ça. que des fois, j'ai l'impression que ça me gosse, elles semblent trop centrées là-dessus. Oui, oui, non, mais c'est-à-dire que si tu vas à l'école pour avoir un job, pour faire de l'argent, peu importe ceux qui écoutent, je vous inviterai à réviser pourquoi vous faites ça. C'est fais quelque chose qui te passionne, puis à quelque part, il va y avoir des retombées un jour ou l'autre, là, d'une manière ou d'une autre. Si tu aimes ce que tu fais, puis tu n'as pas l'impression de travailler, ça va bien. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu choisisses un champ dans lequel tu es passionné, tu aimes ça. Puis après ça, il y aura une conséquence positive qui est un revenu qui va pouvoir te permettre de manger, etc. Et c'est là que par la suite, tu vas être capable d'atteindre l'indépendance financière, que tu n'auras pas besoin de cette job-là pour manger. Mais après ça, c'est que on est dans les besoins de base. Mais après ça, tu as besoin d'accomplissement. Ça signifie quoi l'argent? C'est souvent un témoin de réussite. C'est-à-dire, ah oui, j'ai eu du succès, puis ouais, mais Christy, C'est tant que ça, un témoin de réussite, c'est ça. Ben, moi, je pense sincèrement que l'argent va venir témoigner sur le nombre de gens que tu as aidés. C'est-à-dire que plus que tu as fait d'argent, ben, plus que tu as aidé des gens. Moi, c'est positivement comme ça que je le vois. C'est sûr que, bon, il y en a qui vont faire de l'argent peut-être pas de la bonne façon. Si tu commences à vendre de la drogue à des jeunes au primaire, je suis pas certain que... il y a pas un grand ajout de valeur pour la société, là. Exactement. Mais quelqu'un qui réussit, c'est très rabaissé. On est venu pour un petit pain au Québec. Fait que de dire que hey, j'ai réussi, j'ai fait de l'argent, ben, t'as crossé du monde. C'est souvent le réflexe qu'on a premier. Mais moi, non. Si t'as fait de l'argent, c'est à cause que t'as répondu à un besoin, puis clairement, t'as aidé des gens. Puis plus que t'as fait de l'argent, mais plus que t'as aidé des gens. Moi, c'est de même, je le vois. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça devient un témoin de réussite à une certaine façon, parce que t'auras beau travailler très, très fort, puis si à quelque part, t'as de la misère à faire tes fins de mois, c'est est-ce que tu as vraiment réussi ton projet? Parce que des fois, là, puis on en voit là, j'ai 2-3 business, puis il n'y en a pas une qui fait de l'argent. Écoute, je ne suis pas sûr de ton synonyme de réussite par rapport à l'argent. Puis là, on tombe dans c'est quoi la réussite? Mais avant ça, tu sais, le livre de Tony Robbins, là, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit. La quote, je pense, c'est Do what you love and money will follow. Ouais, Tony Robbins a écrit un livre de finances personnelles, right? Un peu une bible, mais lui, il met plein d'anecdotes personnelles. 600 pages qui auraient pu être faites en 200, mais ça, c'est pas le point. Le point, c'est que sa leçon principale du livre, c'est trouve une façon de donner plus aux gens. C'est fou parce que ça parle pas d'argent, mais c'est un peu ce que tu dis dans le sens que l'argent témoigne que tu as été capable d'en donner plus. L'argent témoigne que tu as trouvé une valeur ajoutée aux gens. Ouais. Puis donner, tu viens de toucher un point hyper important, donner. Il a été démontré que, d'études, je ne sais plus, là, un paquet d'affaires que je lis, mais il a été démontré que quand tu donnes un compliment, c'est plus valorisant pour celui qui le donne que celui qui le reçoit. Fait que les gens aiment donner. Moi, dans mon cas, j'aime donner de la connaissance. C'est pour ça que j'adore la formation. C'est une drogue pour moi. J'aime ça partager parce que, au détriment de l'argent, mettons, j'aurais 100$ aujourd'hui, je te donne 100$. À partir du moment que je te donne 100$, c'est plus à moi. Right? Mais si aujourd'hui, je te donne la connaissance, à la fin du podcast, ça va être encore à moi. Je viens de multiplier la connaissance. Fait que ça, c'est vraiment une image frappante, mais un bien matériel, que ça soit une feuille ou peu importe, quand tu le partages, tu dois le diviser. Mais avec la connaissance, quand tu le partages, ça se multiplie. Et c'est exponentiel avec la connaissance. C'est-à-dire que plus tu avances, plus tu apprends, plus que tu crées de connexions entre les différents concepts que tu vas apprendre. Et c'est là que 1 + 1 fait 3. Parce que là, tu fais comme ah oui, j'ai appris ça quelque part. Puis c'est sûr que vous avez déjà eu ce réflexe-là. Tu es comme ah oui, puis là, tu fais un lien avec un autre patente que tu as appris. Ouais. Là, tu fais comme hey, c'est malade ça. Mais c'est ça, c'est 1 + 1 fait 3. Puis ça, c'est le point positif de la connaissance. C'est-à-dire que quand tu la partages, ça se multiplie. Le downside, c'est que ça prend du temps. Je te donne 100$ aujourd'hui. Ouais. C'est instantané. Oh. Je veux dire, le temps d'une signature sur une feuille, puis il y a des milliards qui se transigent en bourse à chaque seconde. Là, c'est hallucinant. Mais la connaissance, ça prend du temps. On n'est pas dans la matrice où tu peux juste te plugger un fil dans la tête, puis là, cool, je suis rendu un Kung Fu Ninja. Là. Puis pas non seulement je connais les moves, mais je suis rendu un maître dans l'art. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend du temps à acquérir la connaissance. Et c'est ça pour ça, d'ailleurs, que les mondes sont à l'école, à l'université. Ça prend du temps. Aujourd'hui,
Je veux dire, tu vas faire une formation, les formations que je donne, le monde doit prendre l'heure et demie pour venir consommer le contenu. Là, ça se fera pas un claquement de doigts. Et c'est pour ça que après ça, ben, si on rentre dans la connaissance, naturellement, on pourrait en parler longtemps. Mais c'est de se doter de stratégies pour apprendre. Parce que si je te dis, OK, tu vas passer 1 heure pour apprendre un concept, mais que tu retiens 10%, ton heure n'est pas super bien investie. Mais si je te dis que tu mets des stratégies en place puis que ça va faire en sorte qu'au lieu de retenir 10%, tu vas retenir 40 ou 50% de notions, hey, tu viens de quadrupler ton temps. C'est comme je te disais, préfères-tu être payé 20$ ou 100$? C'est exactement ça. Puis, fait que, avec la connaissance, ben, j'arrive à un point, mais plus que tu apprends à apprendre, plus que tu vas garantir ton succès. Parce que peu importe dans quelle situation tu vas te retrouver, si tu es en mesure d'apprendre ce que tu as besoin d'apprendre pour avoir du succès, que ce soit la communication qu'on a parlé un peu plus tôt, que ce soit la gestion de tes finances, t'es condamné au succès. Là. Condamné au succès. C'est inspirant, ça. T'es-tu C'est inspiré, vrai. Charles? Moi, je le suis. Mais c'est quoi pour toi le succès? On parle de succès, puis là, évidemment, le titre du podcast. On rentre là, j'ai envie de Faut dire. toujours rentrer là. Parce que honnêtement, j'ai vraiment aimé le point de vue de dire la connaissance. C'est quelque chose que tu peux... Ça se multiplie, puis tu n'as même pas besoin de donner. Je ne te donne pas une pièce ici, puis là, je l'ai plus. Puis je trouve tellement l'image belle, surtout quand on aspire à avoir du succès. Mais quelle est ta définition du succès? Tu sais, le succès, c'est de définir son propre succès. Mon succès ne sera pas forcément le tien. Mais rien de bien compliqué. Rien de bien compliqué. Tu sais, on regarde avoir une famille, des enfants, juste ça, avoir un toit, pouvoir combler leurs besoins, leur offrir un terroir fertile où ils peuvent s'accomplir. Ça paraît simple de même, mais quantité de gens qui échouent à faire ça, c'est hallucinant. C'est fou. Des gens qui finissent seuls. Encore là, eux, ils vont peut-être trouver leur succès ailleurs. Moi, ça, c'est mon succès à moi. T'sais. Puis, ma carrière, ma profession me permet de bonifier ça. Okay? Mais ce que je peux vous dire, c'est que tu auras beau avoir une business qui fait des millions, si tu ne vois pas tes enfants en grandir, c'est triste. Tu auras beau avoir un cabinet de rêve comme conseiller, mais si à côté, ta vie de couple, c'est un fiasco, c'est poche. T'sais. Puis tu auras beau faire des millions, mais si à côté de ça, tu es tout seul au sommet, puis tu n'as pas personne avec qui partager ça, c'est dramatique, tu sais. Fait que je pense pas que tu peux avoir une définition du succès dans un seul domaine de vie. Puis trop souvent, malheureusement, on va associer la performance dans un domaine, que ce soit à l'école, les notes, etc. Ah, ça, je vais en parler après. Non. Mais, on est dedans, mais c'est pas ça le succès. T'sais, oui, tu auras peut-être eu des moments de succès dans ta vie, dans un domaine de vie, mais le succès dans un domaine de vie ne va pas dire que tu as réussi ta vie. Fait que, tu sais, oui, tu auras peut-être des moments de succès dans ta vie, tu vas avoir des grosses notes, tu vas avoir peut-être une super belle entreprise, mais à un moment donné, c'est un tout. Puis après ça, c'est de se regarder dans le miroir et de dire, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me passionne, puis d'aller dans cette direction-là. Puis la journée que tu vas faire ce qui te passionne puis que tu n'as pas l'impression de travailler, ben, t'es arrivé, selon moi. Là. La ride est le fun. Si tu attends toujours le prochain step, le prochain million, la prochaine voiture pour être heureux, mais c'est qu'en réalité, tu focuses sur le delta, encore une fois, entre ce que tu as et ce que tu n'as pas. Sois riche de ce que tu as et non pauvre de ce que tu n'as pas. Puis on peut rentrer dans la gratification, mais c'est souvent ça. Là. On va toujours regarder à l'horizon. Ah, ben là, moi j'ai mon char, mais là, crime, l'autre à côté, il y a une Ferrari. Là, celui dans la Ferrari, crime l'autre, il y a un jet. Là, avant le jet, on pourrait dire l'hélicoptère. Là, celui dans l'hélicoptère, Chris, il y a un jet à son nom. Puis après ça, lui dans le jet, lui, il est en train d'aller sur Mars. Moi, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il y a toujours. Mais cette ascension-là est essentielle pour l'humain parce que l'humain est un être de progression. Puis je vais faire le lien avec tes finances tantôt, mais c'est la même chose qu'au gym. Tu tripes à voir ta progression dans le sport. J'étais quelqu'un qui a fait beaucoup de sport. J'étais beaucoup en salle de muscu. Moi, ce qui me faisait triper, c'est que là, OK, je suis rendu à 200, je lève 210. Yes, j'ai atteint mon objectif de progresser. J'ai perdu du poids, j'ai augmenté ma masse musculaire, peu importe les objectifs. C'est la même chose avec tes finances. Les gens tripent à voir la progression. Hey, j'étais là, je suis rendu là. Hey, good job. On se tape des mains, tu sais. Puis là, je fais un dérivé, mais c'est exactement la même chose avec ta vie. C'est correct
quand tu atteins un objectif, de t'en fixer un autre. Parce que c'est soit que tu t'en fixes un autre ou tu meurs à petit feu. C'est comme on dit tout le temps, hein, c'est soit que tu es en croissance, soit que tu es en décroissance. Le statu quo n'existe pas. Mais c'est la même chose dans ta vie. Il faut toujours essayer d'aller au prochain step et tout ça, mais de pas voir ça comme une finalité, mais de voir ça comme hey, le parcours, pour s'y rendre, il faut qu'il soit le fun. Il faut qu'il soit le fun, le parcours, pour s'y rendre. Sinon, quand tu vas être rendu, ça va perdre toute signification. OK, j'ai une entreprise qui fait des millions, mais je me suis fait chier tout le long pour le faire. Ça signifie quoi, ce million-là? Ça signifie que, dans le fond, ça va me rappeler toutes les mardes que j'ai mangées. T'sais. Mais si tu as du fun en le faisant, puis oui, il y a des défis, oui, il faut être capable de les reconnaître, ça, c'est une autre chose. Mais c'est ça l'important. C'est la ride, comment tu t'y rends plus que la destination. Puis à un moment donné, ben, c'est du travail continu. C'est-à-dire que tu n'es jamais arrivé. Puis c'est épuisant de se dire qu'on n'est jamais arrivé en réalité. T'sais. Tu montes. Puis à partir du moment que tu vois le dessus t'es hey, je suis rendu. Il y a une autre montagne qui se dresse à l'horizon. Exactement, ça continue. Mais c'est de continuellement être en mode, dans ce mode-là, je pense, qui est important. Puis, dernier lien que je veux faire, c'est avec les entrepreneurs, c'est exactement la même chose. Un entrepreneur, je travaille 70 heures, je travaille 24 heures sur 24. Là, des fois, c'est sûr qu'il y a des jours que. Mais c'est épuisant, mais si t'es pas fait pour ça, moi, je vis avec. Tu sais, je me lève le matin, j'ai une bonne idée, je vais l'écrire sur mon cell, je vais écrire à mon adjoint, je fais hey, je viens d'avoir une idée, on pourrait faire ça, parle-moi-en au meeting. Mais c'est un mode de vie, l'entrepreneuriat. Le fait d'être. C'est pour ça que je dis que je suis entrepreneur avant d'être planif. Mais ça fait en sorte que je deviens un bon planif pour les entrepreneurs, parce que je comprends la réalité. Mais c'est une passion. Fait que, tu sais, moi, c'est pas un fardeau, moi, de travailler, d'être ici. Je veux dire, c'est ça que j'aime, donner de la formation, c'est ça qui me fait vibrer. Là. Fait que, ultimement, enlève-moi pas ça. Fait que, oui, il y a des conséquences positives d'argent, naturellement. Fait que là, on revient à faire la boucle sur c'est quoi l'argent, mais c'est une conséquence positive à des partenaires. Bon, dans mon cas, c'est la connaissance que je vends. Là, c'est ça, l'économie de la connaissance, c'est ça. Je vends des connaissances, le monde sont prêts à payer pour ça. Pourquoi? Parce que, justement, ils préfèrent avoir du pré-marché. Puis moi-même, là, je suis un gros fervent du e-learning. Je trouve ça malade. Là, je veux dire, où va être rendue l'éducation universitaire dans 5 ou 10 ans, je ne le sais pas. Mais c'est fou comment tu es capable de bien structurer un contenu au niveau pour maximiser l'intégration, l'assimilation de ça. C'est fou. Là. Tu peux regarder quelque chose en boucle 10 fois, en accéléré, dans ton podcast pendant que tu t'entraînes, dans tes écouteurs pendant que tu t'entraînes. Je veux dire, on est loin du cours magistral, il faut que tu écoutes le prof en avant. Là. Puis, fait que tu sais, en tout cas, moi, c'est ça qui me fait triper au niveau de la connaissance. Puis, c'est ça pourquoi que les gens sont prêts à payer pour la connaissance, c'est pour l'organiser. Parce que si tu regardes aujourd'hui, la connaissance est accessible à tout le monde. Là. Ouais. Demande à ton cell n'importe quoi, il va te répondre. Mais on est tous trop paresseux. Fait que si tu me dis à moi, écoute, moi, je vais être conseiller financier, je veux faire une meilleure gestion de mes finances, ben moi, je vais te le packager comme un trio Big Mac, je vais te donner, hey, c'est ça que tu as besoin. C'est ça que tu as besoin. Perds pas ton temps à aller faire telle formation comme moi, j'ai fait en finance. Ça m'a servi, mais. Ça t'a servi à savoir ne pas quoi. C'est ça. Dire ou ne pas quoi faire. On peut dire ça, mais tu sais, si j'aurais pu maximiser vraiment dans mon champ de vraiment ce que je voulais, puis ça aurait été plus positif probablement, tu sais, parce qu'on a un paquet d'affaires qu'on apprend qui sont pas vraiment en lien avec où qu'on veut aller avec. Ben c'est ça, tu sais, quand tu payes pour une formation puis qui est parfaitement ciblée avec ce que tu recherches, c'est là que tu vas chercher beaucoup de valeur parce que moi, je dis pas que le temps, c'est de l'argent, je dis que l'argent, c'est du temps. C'est-à-dire que l'argent, c'est du temps. C'est-à-dire que je veux dire, le temps que tu vas prendre à faire ta pelouse, ben, c'est un temps que tu peux pas faire à faire d'autres choses, à rapporter un revenu et tout ça. Parce que on va fermer la bulle assez vite. Le temps, c'est de l'argent. Je veux dire, on va voir quelqu'un sur son lit de mort, puis il dit, comme, il s'en calisse. Ouais. Il s'en fout. Mais de comprendre que quand tu portes une action, quand tu es sur les réseaux sociaux, en réalité, c'est de l'argent que tu perds. D'un matin, je te ferai un exemple. Je dirais, on ouvre une boutique ensemble, OK? Puis le monde va pouvoir venir dans notre boutique, ils vont payer 20$ pour s'asseoir puis regarder des singes pisser contre le vent. Tu comprends-tu? Ou regarder personne qui ferait ça. Mais c'est fou parce que quand tu passes 20 minutes
une demi-heure, 1 heure sur les réseaux sociaux à regarder quelque chose, ben c'est ça. Encore là, c'est de déterminer ton salaire horaire, ça aussi, c'est une autre affaire. Mais de dire, OK, ben là, je viens de passer 1 heure à faire ça. Quand je regarde mon salaire de l'heure avec le potentiel que j'ai, asti, ça m'a de me coûter 100$. C'est comme je te dis, à chaque fois que tu ouvres ton Netflix, il faudrait que tu mettes un 50$ dedans. Tu fais comme, calé, tu l'ouvrirais moins souvent. Là. C'est une belle façon de voir la vie. Ça, c'est l'argent, c'est du temps. Donc, dès que tu gaspilles du temps, c'est comme si tu payais. En fait. Puis qu'est-ce que tu veux dire par rapport au 100%. salaire horaire? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu n'es pas nécessairement payé quand tu regardes Netflix, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Surtout en entrepreneuriat, c'est un peu plus vague. Quelqu'un qui est salarié, c'est un peu plus précis. Tu sais, je fais 50$ de l'heure, 30$ de l'heure. C'est mon taux horaire. Tu sais. Mais ultimement, comme un entrepreneur, c'est un peu plus vague. Là. Tu sais, c'est quoi les retombées précises d'une heure que j'ai mis dans un meeting? Mais une façon de le calculer, si tu fais 100 000 par année, tu regardes le nombre d'heures que tu fais 100 000 divisé par le nombre d'heures que tu as fait, puis ça va donner ton salaire horaire. Tout simplement. Fait que, tu sais, des fois, j'en entends souvent... ben moi, ça me relaxe, faire ma pelouse, etc. Ouais, mais écoute, au lieu de faire ta pelouse, tu pourrais peut-être avancer ton projet qui te fait triper aussi, tu sais. Puis au lieu de faire ta pelouse, tu pourrais passer du temps avec tes enfants. Au lieu de faire ta pelouse, tu pourrais faire bien des affaires. Je comprends que ça te relaxe, là, mais ça peut finir par te coûter. Si je te dirais, OK, ben je te donne 200$ pour pas faire ta pelouse. Ah. Peut-être que tu ne ferais pas, tu sais. Ben, tu sais, c'est ça, quand tu payes quelqu'un à faire quelque chose, ben, c'est un peu ça, parce que lui, c'est son domaine d'expertise. Fait que lui, il va le faire 2 fois plus vite que toi. Mieux aussi. Je sais pas comment vous faites vos pelouses, moi. C'est assez simple la méthode. Ouais, mais déjà là, si t'as une pelouse, c'est bon. Ouais, peut-être la pelouse de ta mère. Ouais, non, c'est ça. C'est chez ma mère. Je vais pas vous le cacher. mais c'est ça, pareil, tu sais. C'est de faire cette relation-là, de dire, OK, mais pendant que je prends mon temps pour faire ça, ben, je peux pas faire ça. À un moment donné, c'est un coût d'opportunité qui est infini. Mais là, c'est un cercle vicieux. Là, tu peux tomber dans le piège de dire que je ne ferai plus rien. Je vais rester comme. Je vais juste travailler parce que c'est là que je suis le plus rentable. Mais m'amener. C'est comme tu vas payer quelqu'un pour élever tes enfants, tu vas payer quelqu'un pour faire la bouffe, tu vas quelqu'un. Tu sais, demander. Ouais. C'est faire attention de ne pas tomber dans le piège. C'est bien important. Ouais, un équilibre, le fameux équilibre. C'est quoi un conseil que tu donnerais à une personne, prenons, à l'université, aux études, qui commence sa vie, afin d'avoir une vie dont il peut en être fier? Avec du succès, comme tu l'as dit, y a-t-il un conseil que tu pourrais donner? Ben, il y en a probablement plusieurs. Vous pouvez venir nous voir, ça va me faire une plaisir au niveau des finances de l'accompagner, mais tu sais, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. De un, c'est d'apprendre à se connaître, d'être à son écoute. Je suis un fan de développement personnel quand même, puis je trouve que le développement personnel a été beaucoup galvaudé. C'est-à-dire que des coachs de vie, ils en poussent à tous les coins de rue. Mais c'est dommage parce que c'est un travail continu de tout ce que tu es en train de dire. C'est pas quelque chose, une recette, une phrase que tu vas lire, puis une phrase que tu vas écrire, puis que ça va être réglé. C'est du travail en continu. Les problèmes avec le temps se complexifient. Je veux dire, tu es à l'université, je te garantis que l'année prochaine, puis l'autre année d'après, ça ira pas en diminuant ton rythme. Ouais. Profite-en, tu es à l'université, t'as comme 20 heures de cours, mettons que t'as 30 heures, comme, il te reste beaucoup de temps. Là. Mais quand t'es rendu avec des enfants, garderie, école, métro, boulot, dodo, là, on le connaît, cette phrase-là. Mais fais quelque chose que t'aimes, qui te passionne. Puis si c'est pas le cas, revire-toi de bord, va faire autre chose. Va te faire autre chose. C'est triste, on entend ça, là, du monde qui attend la retraite. C'est comme s'il était prêt à mourir aujourd'hui, puis se dire, je vais revivre dans 40 ans. Tu sais, c'est comme, tabarname, c'est triste. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils se réveillent à 40 ans, puis ils tombent en dépression. Parce qu'ils ont tellement vénéré, pas vénéré, c'est pas le bon mot, mais ils ont tellement attendu ce moment-là, puis finalement, Christy, c'est poche, tu sais, parce qu'il n'y a rien qui est fait triper. Fait que, tu sais, c'est de... Ce que vous faites, le podcast, c'est ça qui te fait triper. Va là-dedans, puis à un moment donné, ça va te faire rencontrer des gens que tu t'aurais pas entendus. Mets-toi en mouvement, puis c'est ça, hein, mets-toi en mouvement, tu sais. Puis, par rapport aux études, par rapport à la formation, j'en ai parlé un peu, mais le meilleur conseil que je peux donner, c'est forme-toi. Forme-toi, forme-toi, forme-toi. Arrête jamais de te former. Puis une erreur qu'on fait, c'est qu'on a l'impression qu'on finit l'université, puis hey, c'est terminé. J'ai ma formation, on passe à la pratique, j'apprends plus rien. C'est triste. C'est triste. L'apprentissage, ta capacité d'apprendre. Apprends à apprendre va garantir ton succès.
Je l'ai déjà dit, mais c'est ça, c'est inévitable, c'est mathématique. Parce que plus que tu vas apprendre de choses, plus tu vas apprendre de choses. Puis peu importe dans quelles conditions que tu vas te retrouver, tu vas être capable d'apprendre ce qui va te sortir de la merde, qui va faire en sorte que tu vas créer une business à succès. Mais tu sais, le marketing, il y a tellement de choses à apprendre que à partir du moment que tu es passionné de l'apprentissage, hey, c'est fou, mais ça se développe, ça. Ça se développe, c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se travaille, puis lire des livres. Puis aujourd'hui, on est tellement gâtés, là. Regardez ce que vous faites, les podcasts, j'en donne plein de formations gratuites en finances personnelles. C'est ça pour tout. Là. Tu veux n'importe quoi, tout est partout en même temps. C'est juste que tu le demandes. Puis avant, là, dans les années 80, là, tu voulais apprendre de quoi? Il fallait être à l'université, dans les archives. Il fallait que tu fournisses une preuve que tu pouvais. C'est fou. Là, c'était difficilement accessible. Là. Fait que profitez-en. Ça nous ramène un peu aussi au début. Tu sais, on parlait d'entrepreneuriat. La chose la plus importante, c'est de se lancer, justement. Puis ça m'a vraiment fait penser à ça quand tu as dit, conseil pour les jeunes, mettez-vous en mouvement, tu sais. Faites quelque chose, faites des erreurs, trouvez ce qui vous passionne. Puis j'ai adoré ce que tu as dit, apprendre à apprendre. Parce que plus tu apprends à apprendre, plus tu vas apprendre. Puis question, tu avais parlé de stratégie d'apprentissage. C'est quoi des bonnes stratégies d'apprentissage? Comment est-ce qu'on apprend à apprendre mieux pour que ce soit exponentiel? Je pourrais t'en parler longtemps. J'ai une conférence là-dessus, mais ça va par logique. Tu sais, mets-toi dans une position d'apprentissage. Si je te dis, OK, tu vas à tes cours, si tu t'es couché à 3 heures la veille, t'étais comme un vrai coup de poing. Je veux dire, tu te réveilles. Est-ce que tu es dans une position maximale d'apprentissage? Tu sais? C'est intuitif. Clairement pas. Là, le cours que tu vas faire, il t'a servi à rien. Tu aurais peut-être dû rester chez vous. Là, fait que c'est te mettre dans des conditions de succès. Puis après ça, ben, si on rentre dans des stratégies plus mécaniques, prendre des notes. Donc, prendre des notes, naturellement, va faire en sorte que ton cerveau va synthétiser l'information pour vraiment... il va créer des raccourcis neuronaux, en fait. Dans le fond, c'est tout simplement ça. Puis les prendre manuscrits, ça a été prouvé que c'est encore plus qu'à l'ordinateur. L'ordinateur, ça va plus vite. Mais le fait de le mettre à la main, ça fait en sorte que tu es obligé d'écrire plus sommairement, de plus synthétiser l'information. Une fois que tu as écrit ça, ben, c'est de mettre en application. C'est-à-dire que le cerveau, on apprend, on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on a vu et entendu, puis c'est comme 80% de ce qu'on dit, je ne sais plus par cœur, puis à peu près 90% de ce qu'on fait. Donc, tu te mets en pratique délibérée. Pratique délibérée, c'est que j'ai appris quelque chose, puis je me mets en position de « Hey, je vais t'expliquer le concept que j'ai appris avec mon prof aujourd'hui. » Puis là, le fait de le dire, ça va concrétiser ça. Fait que là, tu prends des notes, tu te mets en application, et après ça, tu répètes. Tu répètes. D'où l'apprentissage par les erreurs. Ça, c'est juste le fait que tu as fait quelque chose. Ouais. Et t'en retiens 90% parce que tu l'as fait. Ouais. Tu l'as fait, puis là, tu touches à quelque chose de vraiment profond, on pourrait dire ça comme ça, parce que quand tu apprends quelque chose, puis tu fais une erreur, tu apprends dans l'erreur, effectivement. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut apprendre aussi des erreurs des autres. Hein. Ça, c'est des shortcuts. Puis on voit plein de monde sur les réseaux sociaux. Là, je me suis floué, viens apprendre des erreurs. Puis c'est commercialisé, c'est connu. Mais le cerveau, quand tu fais une erreur, il faut que tu sois capable de te donner une boucle de rétroaction très rapide. Ouais. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais une erreur, que ce soit que ton chien, il fait quelque chose de pas correct, si tu y rapportes 2 jours plus tard, il s'en souviendra plus. Il faut que tu sois capable de le prendre, tu le fais. Mais c'est la même chose avec le cerveau humain. Si tu es capable de donner une boucle de rétroaction, que tu viens de faire une erreur tout de suite, ben à ce moment-là, il va être capable de se mettre en phase d'apprentissage. Parce qu'il va faire un lien de cause à effet immédiat. Et ça, c'est une erreur souvent qu'on voit. Puis dans le sport, je vais prendre l'exemple du sport. Au football, à l'Université de Sherbrooke, j'ai joué ici, on passe plus de temps à regarder nos pratiques qu'à pratiquer. Pratiquement. Pourquoi? Parce que la boucle de rétroaction, tu as fait ça, on va voir sur tape, hey, regarde ce que tu as fait de pas correct. Fait que tout de suite, tu te mets en mode à t'apprendre beaucoup plus rapidement. Fait que ça, c'est la répétition, la mise en pratique. Puis après ça, ben, c'est la fréquence. Donc, il a été démontré que quand tu... J'ai plus exactement des statistiques, là, mais c'est quand tu lis quand tu relis tes notes, mettons une journée de plus, 1 heure plus tard, ça va te permettre de retenir l'information une journée de plus. Lorsque tu relis l'information
une semaine plus tard, ça va te permettre de retenir l'information un mois de plus. Et lorsque tu vas consommer ton compte, lorsque tu vas relire tes notes, par exemple, un mois ou deux, c'est là que tu vas rentrer dans la mémorisation à long terme. Fait que tu prends des notes, et après ça, tu les révises, tu mets dans ton agenda, par exemple, de revenir un an plus tard, sur des affaires ou 3 mois ou peu importe plus tard, puis c'est là que tu vas vraiment augmenter ta capacité de rétention d'information. Fait que là, tu passes d'un 5 à 10% à du 80-90%. Mais pensez-y à le levier sur une vie, sur 5 ans, sur 10 ans. C'est hallucinant, là, tu sais. Puis il y en a qui vont réaliser ça à 40 ans, 50 ans, mais tu sais, si tu as 20 ans, 25 ans, tu réalises ça, puis tu mets en application ces choses-là. Comment ne pas réussir? Comment, c'est ça? Ben, c'est ça, t'es condamné au succès, comment on pourrait dire. Condamné au succès. Écoute, t'es une personne motivante puis inspirante. Merci beaucoup pour ton temps, Marc-Étienne. Ça fait plaisir. Merci. On a la chance de reprendre ça. Toujours. Absolument. Ça serait cool. À une prochaine fois, les gars. À une prochaine fois. Merci. Wow! Belle discussion, ça. Beaucoup de principes, beaucoup de leçons éparpillées là-dedans. Super intéressant. Toi, Charles, qu'est-ce que tu en retiens le plus? Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est quand Marc-Étienne commençait à nous parler des premières étapes qu'on peut prendre, que tous et chacun peut prendre pour avoir des bonnes gestions de ses finances personnelles. Juste en faisant un tableau Excel avec ce que tu as, donc tes actifs, ce que tu dois, un peu tes passifs, ça donne une bonne idée de ce que tu as, puis après ça, tu peux faire un suivi au courant des années. Fait que c'est simple. C'est extrêmement on fait pas simple. ça, mais c'est simple. Exactement. Fait que ça, j'ai particulièrement aimé. Toi, Paul? Ben moi, j'ai beaucoup aimé, il a dit une phrase à un moment donné, sois riche de ce que tu as et non pauvre de ce que tu n'as pas. Puis ça nous a mené un peu à regarder le parcours des gens plutôt que la finalité. Parce que c'est vrai que dans la vie, là, on veut atteindre une note, on veut atteindre tel objectif et on oublie tellement ce qu'on a acquis et le parcours qu'on a traversé, les erreurs qu'on a fait, comment on s'est relevé, toutes les péripéties qui sont passées, qu'on garde, qui sont à l'intérieur de nous comme valeur ajoutée. Fait que le parcours, c'est la valeur ajoutée. C'est pas juste la finalité, mais il faut être capable de regarder son parcours et se dire « Wow, j'ai accompli quelque chose, j'en retiens beaucoup. » Moi, c'est ce qui m'a marqué. Je suis vraiment d'accord avec toi. Fait que d'ici la semaine prochaine, vous nous direz aussi si vous avez des moments forts que vous avez préférés. Puis sinon, ben, on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup de votre écoute. Et si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas non plus. Bonne à idée. bientôt.